Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Cette semaine, je reçois Eva Dourte, qui est une combattante française en MMA. On parle de sa discipline, de son évolution, des challenges qui y sont associés, et vous l'entendrez, ils sont nombreux et souvent méconnus, mais aussi de ce qu'elle y trouve, de cette flamme qui s'est allumée dans la cage pour elle il y a maintenant plusieurs années, et de son parcours jusqu'à présent. Alors enfilez vos gants, mettez vos protège-dents, et je vous donne rendez-vous dans la cage avec Eva. Et juste avant ça, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast sur Tipeee. Chaque contribution compte et permet au frappé de maintenir son indépendance. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le mouvement, le lien est en description. Autrement, rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Merci beaucoup, excellente écoute. Eh ben écoute Eva, je suis super content de te recevoir sur le podcast. D'ailleurs, tu es la toute première invitée que je reçois qui fait du MMA. J'ai eu assez peu enfin assez peu, pas du tout d'ailleurs, je crois, de sport de combat. J'ai une judokate. Et je crois qu'autrement tu es la toute première, donc super content de te recevoir. Et puis j'ai plein de questions. J'ai regardé une vidéo en particulier d'un de tes combats qui date, je crois, d'il y a à peu près un an, Stéphanie Yellow. J'ai vu que t'avais remporté. J'ai vu quelques mouvements de judo, donc j'aurais des questions par rapport à ça aussi. Enfin bon, bref, ça va être super intéressant. Mais pour commencer, écoute, je te propose de tout simplement nous expliquer quel a été ton parcours pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Globalement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors globalement, j'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. Ah voilà, je me disais bien qu'il y avait... Voilà. Ouais, à l'âge de 7 ans. Et puis j'en ai fait 17 ans. Ok, Et après, je suis entrée dans l'armée à 17 ans et demi. Enfin, juste après, je me suis mise au rugby. Donc, je fais plusieurs années de rugby. Et en parallèle, je faisais du jiu-jitsu brésilien, du combat au sol. Et un peu de boxe, tout ça, toujours dans ouais. les sports de combat. Et en fait, le MMA, ça m'a toujours, depuis enfant, je regardais à la télé, là, je trouvais ça vraiment un sport que c'était les Goliaths qui faisaient ça, quoi. C'était un truc de fou. Waouh, ça m'impressionnait énormément. Et, et donc, j'ai voulu essayer. Je trouvais pas vraiment de club. Et après, avec le travail, j'ai été mutée sur Paris. Et là, j'ai recherché un club de MMA. Et puis, donc, j'ai essayé. Puis, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce sport. Donc, j'en ai fait. Puis, au bout de 3 mois d'entraînement, mon coach m'a proposé un combat en Ukraine, professionnel. Et donc, je suis passée comme ça pro assez rapidement. Excellent. Puis voilà. Et le judo, t'as commencé où par curiosité? En Charente-Maritime, c'est à côté de Saintes. J'ai Ok, commencé là-bas, ouais. ok. Et Ouais. t'arriverais à dire maintenant avec du recul ce qui fait que plus jeune, donc enfant, hein, parce que tu dis que t'as commencé à 7 ans le judo, Ouais. c'était quoi parce que le dénominateur commun à tous ces sports, tu l'as dit, c'est soit des sports de combat, des sports de contact, enfin des sports, voilà, c'est pas de la danse classique. Il y a rien de péjoratif dans la danse classique, mais voilà, il y a quand même le fil rouge, ça reste des sports où il y a du contact et de la confrontation. Et c'est quoi qui t'a attiré dans ces sports-là, en particulier finalement très jeune? Alors en fait, au départ, j'ai commencé le judo parce que mon grand frère faisait du judo. Et c'est vrai que j'étais assez bagarreuse, le contact, tout ça. Et après, avec le recul, je pense que j'ai toujours été un peu, comment dire, il y a eu des traumatismes d'enfant. Après, pas des gros trucs, mais un peu, je me sentais un peu, toujours un peu en colère, un peu, enfin, fallait vraiment un gros truc qui me défoule. Et je pense que c'était voilà, les sports de combat, ça me permettait vraiment de me défouler. Ça a toujours été mon truc pour avoir un bon équilibre dans ma vie. Ok. Et le MMA, t'arrivais déjà il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà des chaînes qui diffusaient en France? Non, pas du tout. Je combattais que à l'étranger. Mais tu disais que très jeune, t'avais découvert que tu regardais des combats, Ah etc. oui, oui, exact, oui, oui.
Oui, bah si, si, en fait, si, si, je dis non, mais oui, il y avait l'UFC avec, je sais pas si tu connais, c'est Ronda Rousey, Ouais. celle qui m'a, une judokate qui s'est mise au MMA. Et bah ouais, j'étais tombée sur ça, je devais avoir 15 ans, 14, 15 ans. Ok. Et je suis, waouh, c'était, ouais, ouais. Excellent. Mais à la Et base, comment tu... le MMA, c'est Pardon, vas-y. vraiment à la base, au départ, c'était pas un sport, c'était plus un spectacle. C'est le seul sport qui est devenu, enfin, qui était un spectacle et qui est devenu sport. Sinon, maintenant, c'est un peu plus l'inverse. Les sports deviennent un peu plus spectacle. Parce que, par exemple, c'était confronté quel est le meilleur sport de combat? Donc, on allait confronter un judoka contre un boxeur. C'était très spectaculaire en soi. Et après, à force, les gens ont commencé à faire un peu tous les sports, justement, pour gagner. Et puis, c'est vraiment devenu un sport. Donc, voilà. Et comment tu... Alors, je pense que en France, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression, sans être à fond, tu vois, sur la MMA et un spécialiste du milieu, mais j'ai quand même l'impression que ça devient de plus en plus connu. Comment tu présenterais, comment t'expliquerais en quoi ça consiste le MMA à quelqu'un qui en a entendu parler, mais qui saurait pas vraiment dire ce que c'est exactement? Alors, le MMA, c'est un mélange de tous les sports de combat. Au premier abord, ça peut paraître violent parce que c'est vraiment le contexte, le fait que ce soit dans une cage. Mais c'est vraiment un sport qui est très très complexe parce que ça peut mélanger du judo, de la boxe, de la lutte, du sol. Enfin, il y a vraiment tout qui est mélangé. Donc c'est vraiment un sport, on va dire, mature parce qu'il faut quand même savoir assez tout faire. Le but est que la personne en face abandonne, soit par un étranglement, soit par une clé, soit par un KO, quoi. Donc voilà. Donc vraiment, à travers ce sport, on apprend énormément sur soi, même au niveau de la condition physique, parce que va falloir faire par exemple, des contractions musculaires où on bloque, on va serrer fort, et après derrière, va falloir boxer et tout. Donc ça demande aussi une très très bonne condition physique. Donc c'est un sport est extrêmement complet et il faut être assez perfectionniste, assez ouais. Mm. Et donc, tu as droit. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu n'as pas droit pendant les combats? Oui, oui, il y a des règles. Donc ça reste un sport, donc il y a des règles. C'est pas on a le droit à tout. Il n'y a pas le droit de mettre les doigts dans les orifices, pas le droit de mordre, pas le droit de griffer, pas le droit au cou derrière la tête et sur la colonne vertébrale. Ok. Et aussi quand la personne a 3 appuis au sol et que moi j'en ai que 2, j'ai pas le droit de lui mettre un coup de genou ou un coup de pied dans la tête. Ok. Alors attends, quand la personne a trois. Ok. Ok. Voilà, si par exemple elle a 2 pieds et une main au sol, j'ai pas le droit de lui mettre un gros coup de pied dans la tête ou un coup de genou. Et pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça change qu'elle ait trois appuis plutôt que deux? Bah du coup elle est dans une posture où elle peut difficilement se défendre. Ok. Donc, donc voilà. Donc tu peux taper ailleurs, mais pas à la tête. Voilà, ou avec les poings. Avec les poings, on peut taper dans la tête, mais pas avec le pied, vu que le pied, c'est quand même un peu plus puissant que les poings. Donc voilà. D'accord. Et Ok. sinon, on a le droit à tout. Et t'as combien? T'as 3 rounds? Alors ça dépend, si c'est un combat normal, il y a 3 rounds de 5 minutes. Si c'est pour une ceinture ou un titre, c'est 5 fois 5 minutes. Punaise, 5 fois 5 minutes, c'est tellement long. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, pour des gens qui ont jamais fait des sports de combat, ça peut paraître hyper court, mais enfin en judo, nous c'était enfin quand t'es jeune, c'est 3 minutes, puis après ça passe à 5. C'est tellement long, 5 minutes. Et on le faisait qu'une fois, nous. Tu vois, t'as ton combat 5 minutes et après c'est fini. Mais Et là, il y a une minute de récup, on a à peine le temps de dire, on a à peine le temps de récupérer parce on écoute les consignes, rien, et faut repartir. ouais. Non, c'est vraiment un sport qui est dur physiquement, ouais. Et mentalement, du coup, non? Ouais, ouais, ouais. Ah bah, on sort de sa zone de confort, hein, Ah bah ouais, ouais, littéralement. là, ouais, ouais. Là, Ouais, parce ouais. qu'au final, en fait, il faut que tu sois hyper cardio, mais dans la durée. Dans la durée, tout en restant lucide. Ouais. Parce que je pense que même les sports de cardio comme le triathlon et tout, ben, je me dis, si t'es sur ton vélo, bah, tu débranches un peu et voilà, que là, faut que tu restes lucide tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Ouais, je pense à l'aviron parce que Ah j'avais ouais. eu comme invité un champion olympique alors attends, c'était où? C'était à Rio et on avait un peu parlé de leurs entraînements et apparemment les entraînements des athlètes en aviron, ils sont assez connus pour. En fait, c'est des entraînements qui se font en permanence au seuil lactique, tu vois. C'est-à-dire que les gars, ils sont en permanence, les muscles complètement chargés. Mais il faut que ça dure un peu Eh parce oui, que oui. en fait, Ouais. bah, c'est un effort explosif, mais relativement long. Mais comme tu dis, il
y a personne qui essaie de leur mettre un taquet dans la tête en même temps. Donc, C'est ça. Donc, il débranche le cerveau et puis ouais. voilà. Mais dur, ouais. C'est ouais. Ah ouais, c'est chaud. Mais alors attends, du coup, si on fait on fait un récap rapide. Donc, 7 ans, tu découvres le judo, tu fais d'autres sports Ouais. type rugby, jiu-jitsu. L'armée, tu es resté combien de temps? Tu es rentré à 17 ans et demi, tu disais? Tu as fait Ouais, carrière voilà, j'y suis encore. Ah, tu y es Ouais, j'y suis encore? encore. Ok. Ouais, Ok. j'y suis encore, ouais. D'accord. Ouais, je suis encore dans l'armée et je suis prof de sport dans l'armée et spécialiste sport de combat. Ok, énorme. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Et ok. Et donc dans l'armée, initialement, tu t'étais engagé. Il y avait un objectif particulier. Il y avait là aussi, je sais pas. Tu avais vu un reportage ou quelqu'un qui t'inspirait, dont le parcours t'inspirait dans l'armée et que tu voulais, pourquoi pas dupliquer pour toi? Non, pas du tout. Non, c'était à la base, je voulais être prof de sport. Après, mes parents avaient pas assez d'argent pour me financer un peu, enfin tout ça. Donc, et puis je voulais aussi partir de chez moi. Et je me suis dit, ben, la seule truc, c'est l'armée. Mais j'avoue que j'y suis allée un peu à l'aveuglette, hein. Ok. Et puis, ça m'a plu. Donc, du coup, je suis restée. Puis, je suis en train de faire carrière dedans aussi. Excellent. Et donc dès le début, prof de sport dans les armées. Au début, j'étais mécanicien d'armes. Je m'occupais des canons sur les bateaux parce que je suis dans la marine nationale. Ok. Je m'occupais des canons, des armes, en fait, tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a pas trop plu parce que ce qui m'intéressait, moi, c'est le sport. Donc, j'ai tout fait pour changer, pour être prof de sport dans l'armée. Donc, j'ai passé un concours interne et puis voilà, je l'ai eu et voilà. Excellent. Et parce que tu as il y a plein de sports où tu as des championnats de France, par exemple, militaires, championnat du monde militaire. Dans le MMA, c'est le cas? Tu as une division militaire ou pas encore? Alors, elle a été créée, oui, il y a 2 ans. Ok. Et donc, je suis en équipe de France militaire de MMA. Pour l'instant, là, on devait faire une rencontre l'année dernière contre la Russie, mais bon, vu les événements, ça a été Ouais. annulé. Et là, en juin, il y a aussi un rassemblement sur Paris. Je sais plus trop contre qui c'est. Donc, mais c'est en train de se développer tout doucement, en fait. Ouais, ok. Parce que de manière générale, en tout cas en France, tu as une idée de combien de licenciés il y a en MMA? Et combien ça a représenté, tu vois, peut-être quand tu as commencé? Bah alors là, non, je pourrais pas te dire, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amateurs. Ça est vraiment en train de, par contre, c'est en Ouais. train d'exploser, sincèrement, le MMA, c'est en train d'exploser, mais non, mais là, vraiment, je pourrais pas te dire. Mais toi, tu le vois dans les salles, dans les clubs, etc. Il y a vraiment plus de monde qu'avant? Ah oui, ah oui. Ouais. Ah, c'est vraiment, les salles sont pleines, même, il y en a plein, elles sont trop petites, les salles. Ok. Ah ouais. Et ça, tu l'expliques comment? C'est quoi? C'est le phénomène, je sais pas, McGregor ou Oui, ça avait ouais, fait. c'est ça? Ouais, tout ça. Après, ça, on commence à plus en entendre parler aussi. Avant, on n'entendait pas trop parler. Donc, McGregor, je pense qu'il a fait du bien. Ensuite, il y a eu des Français aussi qui ont performé aussi à l'UFC. Il a une très, très grosse organisation mondiale. Et puis après, le fait que ce soit légalisé en France, ben voilà, enfin, ça a pris un gros essor. Ah oui, mais c'est vrai. Parce que c'est depuis quand que c'est légalisé? Ça va faire 2 ans et demi, là. Ah ouais, ok. Ah oui, donc en fait, avant, tu pouvais t'entraîner en France, Oui. mais Pour combattre légalement, tu avec n'avais pas le droit de combattre. Ouais, c'est ça. Même s'entraîner, c'était pas très, c'était interdit en France. Vous pouvez t'entraîner, mais même les profs, il y avait pas de diplôme. Donc c'était dur parce que il y en a plein D'accord. qui se disaient prof de MMA, mais ils étaient pas très bons, en fait. Tout le monde Ouais, pouvait se proclamer prof de ouais. MMA. Qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré. C'est bien. Et ouais. Et l'interdiction, elle était due à quoi? Enfin, la violence associée, Alors, l'image de violence associée au sport? non, bah, après, Léon dit, vous savez, dans les sports de combat, donc il y a des fédérations qui sont plus importantes que d'autres, comme le judo. C'est la plus grosse fédération. Bon, après, c'est des on-dit, mais apparemment, c'est plus le président qui bloquait la venue du MMA en France parce qu'il savait qu'il allait perdre des adhérents. Donc là, c'est une question un peu politique. Ah ouais, Ensuite, d'accord. la deuxième chose, c'était le fait qu'il y ait des frappes au sol. Les frappes au sol, ben, il y en a qui disent, ouais, c'est violent, alors qu'en soi, sincèrement, entre nous, les frappes au sol, elles font beaucoup moins mal que les frappes debout. Donc, il y a beaucoup moins de vitesse, d'amplitude. Donc, en soi, c'était une fausse excuse aussi, mais Mhm. donc voilà. Ouais, ok. C'est ça. Ok. Oui. Ouais, parce que, enfin, moi, j'avais toujours eu en tête que l'interdiction, elle était due à la violence des chocs, etc. Mais en fait, quand tu regardes la boxe, le rugby, enfin, franchement, même le judo, hein, moi, j'ai vu des bras retournés, tu vois, le coude à l'envers. Ah bah oui, il y a toujours, ouais. Bon, voilà, ça arrive pas souvent, et c'est pas vraiment Ah considéré oui, comme oui. un sport d'attaque.
Le judo, c'est plus enfin, tu le sais, un sport de défense, mais tu as toujours, tu vois, enfin, voilà, tu as de la casse quand même. Donc, ouais, je sais pas, peut-être. Moi, à chaque compétition de judo que j'ai pu faire, à chaque fois, oui, il y a toujours quelqu'un qui part avec les bons pieds, hein, c'était Ouais, inévitable. ouais. Que là, en combat que je fais, enfin, je suis pro et il y a pas. Et le sport de combat où il y a le plus de blessés, de séquelles, c'est à la boxe anglaise. Ah ouais? On frappe que dans la tête, oui, parce qu'il y a des gros traumatismes à la tête. Ah oui, oui, bah, Donc, c'est vrai qu'il frappe qu'à la tête. Ouais, ouais. effectivement. Donc, en Effectivement. soi, ouais. Ouais, Mm, mm. ok. Super intéressant. Bah écoute, merci, c'est plus clair du coup sur le MMA, comment t'en es arrivé à ça et puis comment ça se développe. Du coup, ton premier combat pro, ouais, pro, tu as dit que c'était en Ukraine, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu t'étais préparé? Comment, enfin, en termes d'émotion, ce qui s'est passé au moment où tu es rentré dans la cage? Le premier coup, peut-être? Parce que ça faisait 3 mois que tu t'entraînais vraiment en MMA? Ouais, c'est ça, oui, oui. Alors, j'ai eu la chance d'être tombée parce que, évidemment, je connaissais personne. J'ai pris le premier club de MMA côté de chez moi et j'ai eu la chance de tomber vraiment sur une icône du MMA. Mais je savais pas du tout, hein. Je l'ai su des mois après. Et du coup, il m'a bien entraînée et c'est vrai que je suis une compétitrice dans l'âme. Donc, quand il m'a proposé ce combat, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Enfin, plus en Ukraine, je sais pas. Il m'a dit, t'inquiète, je viens avec toi. Enfin, donc, il m'a mis assez en confiance. Après, je me suis dit, ben, ouais, ça va être une expérience. Et puis, j'ai envie de me challenger aussi. Et puis, au final, si ça me plaît, bah, je continue. Si ça me plaît pas, bah, j'arrête. C'était vraiment une expérience que j'avais envie de vivre. Donc, on y va. Et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est tout l'engouement qu'il y a autour. La pesée médiatique avec toutes les caméras, les trucs. C'est vraiment quelque chose que, je sais pas, par exemple, au judo, enfin, une compétition normale, hop, on se pèse, hop, on va combattre, et puis point. Ouais. Il n'y a pas tout un truc Il n'y a autour. pas de caméra à la pesée, c'est clair. Voilà. Là, on fait tout un show, après, il y a un shooting, il y a tout. Oh là là, genre, c'est juste un combat, quoi. Je prenais ça vraiment, ça comme ça. Donc, ça, j'ai mis du temps à gérer un peu la pression médiatique, tout ça. Ça me mettait vraiment mal à l'aise, en plus. Parce que moi, je suis pas là pour, enfin, je suis plus, je suis là pour combattre, en fait. Donc voilà. Et donc, j'arrive dans la cage. Ah, c'était incroyable. Parce que, parce que la fille en face, enfin, j'ai vraiment, quand je suis rentrée, j'ai l'impression que je rentrais dans une arène. Vraiment. Et là, je me dis, oh là là, soit c'est elle, soit c'est moi. Mais vraiment, c'était incroyable. Et d'émotions, bah, où je suis sortie de ma, enfin, oui, du combat, je me rappelle pas du tout, hein. Ah ouais, c'est vrai. Non, pas du, mais tous mes combats, je me rappelle pas. J'ai des flashs, mais, parce qu'en fait, on est tellement dans un mode, l'instinct de survie, Ouais. que, qu'en fait, je sais pas tout ce que je fais, les réflexes, tout ça, je sais pas. Ça me rassure tellement ce que tu dis parce que attends, mais en fait, on n'en avait pas parlé. Je te dis, tu es la deuxième invitée que je reçois qui est dans les sports de combat, mais j'avais pas posé cette question par exemple à la précédente, la judokate belge. Et en fait, là, ce que tu dis, ça me fait penser. Enfin, pendant longtemps, moi, c'était exactement la même chose au judo. Et je me disais, mais je sais pas, je dois être. C'est pas normal de pas se rappeler ce qui se passe sur le tatami. Tu vois, pareil, j'avais des flashs, je me disais, mais c'est trop chelou. Enfin, Ouais, ouais. je rentre, je suis parfaitement lucide. Et en fait, je sors 3 ou 5 minutes plus tard, je sais pas trop ce que j'ai fait. Tu vois, des espèces de réflexes. Ok, donc toi, c'est le cas. Bon. Bah, Ouais, c'est ça, mais c'est l'instinct de survie, en fait. ouais, ouais. Bah, peut-être encore plus dans le MMA, non? Parce que Oui, oui, là, oui, c'est beaucoup vraiment. plus. Ah ouais, 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 beaucoup plus. Beaucoup plus. Et t'as même pas souvenir du premier coup que tu mets ou que tu prends sur ce Non, combat? non, pas du Waouh. tout. Et quand tu regardes les vidéos, enfin, je sais pas si tu regardes d'ailleurs Alors, en les fait, enregistrements. et c'est quoi, ça fait peut-être 1 an et demi que j'arrive à me regarder. J'arrivais pas à me regarder, pour moi, je dis, mais c'est pas moi. Même le regard, tout, là, je savais pas. C'était pas moi. Et j'ai eu du mal à accepter. Ouais. C'est tellement, mais au final, justement le fait de sortir de sa zone de confort, d'être dans cet état, t'apprends sur toi, mais vraiment, de dire, ah là, mais en fait, je suis capable de faire enfin, ça. Mhm. Et c'est pour ça que j'adore combattre. Vraiment. Et donc, c'était en quelle année ça, le premier? Ça, c'était en 2000, non, c'était il y a 7 ans. Il y a Donc, 7 ans, ok. 2017. Ok, Ouais. 2017. Et depuis, t'en as fait combien? Et là, j'en ai fait 13. Ah C'est ouais, pas trop, ouais. ok. Et comment, du coup, qu'est-ce qui a évolué dans ta manière de combattre et même au-delà du combat,
tu vois, tu disais qu'on en apprend plein sur soi en sortant de sa zone de confort. Comment est-ce que toi, en tant que femme, en tant que militaire, enfin, qu'est-ce que globalement ces 13 combats ils t'ont apporté? Alors déjà, la confiance en moi. Ouais. J'ai pris beaucoup plus, j'étais très introvertie avant, enfin, beaucoup plus timide, pas sûre de moi, même de ma valeur en vrai. Et ça m'a vraiment, plus confiance en moi, plus de sérénité, plus sûre de moi en fait. C'est vraiment le plus, la plus grosse chose qui ressort et de ma vraie valeur. Comme je m'accepte comme je suis, mes défauts, mes qualités. Et ouais, aujourd'hui, je peux dire j'aime comme je suis. Comment je suis, ouais. Qu'avant, non. Ouais, non, non. Ouais, ouais. Super intéressant. Et, et donc aujourd'hui, donc attends, en gros, ça fait 2 combats par an, c'est ça, globalement? Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Il y a des périodes là pour le Covid. Bah, du coup, j'ai pas combattu. Après, ben, par exemple, j'ai eu 18 annulations et refus avant le combat de Yellow Page, là, celui que t'as vu. Ah ouais. Ouais. Et je me suis dit, bah, j'arrête. Je vais arrêter parce que je m'entraînais beaucoup pour rien. Ça devenait un peu, c'est épuisant. Et on m'a proposé ce combat contre elle parce que elle avait personne ne voulait combattre contre elle. Donc j'ai dit, bah oui, bah, allez, allons-y. C'est mon dernier. J'ai dit vraiment ça. Et puis au final, je l'ai gagné et puis ça m'a ouvert les portes. Et donc je suis repartie. Excellent. Et qu'est-ce qui fait que le rythme, enfin que le nombre de combats, tu vois, si tu le rapportes à l'année, je sais pas, entre mettons 1 et 3, 4 combats, qu'est-ce qui fait que c'est pas plus? Parce que par exemple, tu vois, le judo, tu pourrais très bien faire une compète tous les 2 week-ends ou tu vois, ou quasiment tous les week-ends. Oui, c'est vrai, ouais. En fait, là, ce qu'il y a, c'est que déjà, on analyse déjà notre adversaire. Donc ses qualités, ses défauts, etc. Donc on va aussi s'entraîner par rapport à ça. Le but, c'est d'être au maximum de ses capacités au moment T quand on rentre dans la cage. Donc il y a tout un planning sur la préparation physique, sur tout, pour qu'on soit vraiment au top. Et le plus gros point, c'est le régime. On fait un très raw cutting, c'est pas le régime comme au judo où même avant la pesée, on a 1 kilo à perdre, on va courir avec le kawaii, et puis après c'est bon. Là, c'est vraiment un gros raw cutting où on boit plus, on mange plus et on fait des saunas. Une semaine avant, moi, je perds 5 kilos, quoi. Wouah. Sachant que 5 kilos par rapport à un poids de combien? 57 et je dois descendre à 52. Ah ouais, punaise. Et vu que la pesée est 36 heures avant, Wouah. après on a 36 heures pour se régénérer. Et, et donc voilà. Mais c'est très mauvais pour le corps, mais tout le monde fait comme ça. Et tant que les règles ne changeront pas, on est obligé de faire comme ça. Ça, c'est Parce que quand même un peu chelou parce que du coup, tu tu vois, enfin, le judo, les pesées, c'est le jour même du combat, donc tu peux te dire, bon, tu reprends pas tant de poids que ça, donc tu peux pas, ouais. en vrai, tu vois, quelqu'un qui a fait un régime, bah, en fait, il va pas tout reprendre, donc il Ouais. a pas un énorme Mm, mm. avantage par rapport à toi. Alors que là, 36 heures, enfin, tu reprends combien en 36 heures quand tu as que tes 5 kilos? 6-7. Mais non! Si. Mais en fait, on est tellement déshydraté, déjà Tu que gonfles, en fait, c'est ça? Tu retiens dès tout que et je tu gonfles? bois, le corps est stock. Et pareil, on mange pas rien, donc dès qu'on remange, bah, ça stocke direct. Et bon, on reprend 6-7 kilos. Après, ça dépend des personnes. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, je gère bien mes cuttings. Du coup, je reprends bien le poids. Et, et après, c'est vrai qu'on peut me dire, mais pourquoi tu compares pas dans la catégorie au-dessus? Mais je peux pas parce que ça veut dire que moi, là, déjà, je reprends, par exemple, 6-7 kilos. Ça veut dire que si je combats dans la catégorie au-dessus, la personne va reprendre 6-7 kilos et il y aura un trop gros décalage. Ouais, Donc, je peux pas. ouais, elles font 63, 64 kilos, quoi, Et oui, ça va du être coup. beaucoup trop. Ouais, et là, il y a un désavantage, ouais. 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 Donc, nous sommes on est obligé de faire ça. Ouah, 5 kilos de cutting quand tu fais. Et puis Punaise. la pesée longtemps avant parce qu'il y a toutes il y a les shootings photos, il y a les interviews, il y a la pesée médiatique avec toutes les caméras, il y a tout ça qui fait que le jour même on peut pas. Parce que le jour même il faut se préparer, ouais, faut se mettre dans sa bulle et tout. Punaise. Faut pas oublier que c'est comme je t'ai dit au départ, faut pas oublier qu'à la base c'est un spectacle. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais ok. Euh, je suis en train de. Enfin, l'aspect cutting, euh, je l'évoque assez souvent avec des invités, tu vois, qui ont aussi des sujets de poids à gérer en vélo, etc.
et surtout ou en trail, tu vois, on en parle assez peu, mais en fait en trail c'est un vrai sujet, la prise de poids, l'effet yo-yo, etc. Ouais. Et enfin moi je sais que je suis convaincu que ça a eu un impact. J'ai pas fait du judo très longtemps, tu vois, j'en ai fait 3 ans au niveau, mais il y avait j'avais des régimes et aujourd'hui je suis sûr que j'ai encore des séquelles de, tu vois, de ces régimes un peu débiles que je faisais ou Ouais. tu vois où je Après, on est amené à faire des crises de boulimie, entre guillemets, ouais. des trucs. Ah Même ouais, un mais rapport à la c'est. nourriture, tu vois, Ah moi oui, pas oui, c'est finir une ça. assiette, c'est C'est pas possible. psychologiquement c'est hardcore, tu vois. C'est clair. Donc je me dis, enfin je sais pas si toi c'est pareil, mais ouais, tu vois Ah oui, déjà oui. des déformations, on va dire, alimentaires à Ah cause oui, de mais ça. enfin, en plus, j'ai commencé le judo très jeune, donc oui, oui, non, ne pas finir une assiette, c'est impossible. On a toujours une part de peur d'être en manque, peur de manquer ce truc. Ouais, Et, et puis ouais, et puis moi je sais quand je fais les gros cuttings, il y a un dérèglement hormonal aussi. Après, on n'a plus de notion de faim ou de pas faim, on est complètement déréglé. Et puis je pense que oui, ça a créé des micro-traumatismes psychologiques en vrai, de faire ça, des régimes, se restreindre comme ça autant. ouais, 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 je pense, ouais. Mais du coup, c'est quoi ton protocole une fois que la pesée est derrière toi, comment tu te réalimentes et tu te réhydrates? Alors là, ouais, là ça c'est très très important parce qu'il y a faut bien se régénérer. Donc j'ai tout un protocole. Je sais que dès que la pesée se fait, je dois pas boire par heure plus de 750 millilitres parce que l'organisme au-delà il assimile pas. D'accord. Donc ça, je prends des trucs de réhydratation pour bébé, de l'eau de coco, pas mal de sucre parce que bon, bah, j'ai pas eu de sucre pendant longtemps. Tout ça, bah, c'est calculé. Dès que je me pèse, la pesée faite, je bois. Hein, 1 heure et demie après, je peux manger ça. 1 heure après, je peux manger ça. Enfin, il y a vraiment tout est précis, tout est Oh calculé. punaise! Alors que c'est là, c'est dur parce que on a super soif. Vraiment, on est déshydraté, on a la pâteuse, vraiment. Et tu sais que tu peux boire, bah, que 750 millilitres dans la, en 1 heure, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Et donc là, se restreindre encore, Ouais. non, c'est pas évident. Mm, mm. OK et nourriture, du coup, tu étales tes repas sur les 30 enfin, sur 36 heures, sur la fenêtre de 36 Oui, heures, tu fais comment? Tu manges un peu régulièrement, je suppose? oui, c'est ça, ouais, ouais, parce que l'estomac, vu qu'il a pas mangé depuis un moment, oui, oui, j'étale, je mange un peu tout le temps. Mais par contre, c'est pareil, les D'accord, aliments, je fais attention à ce que je mange, la quantité, la qualité, c'est très important. Ouais. ouais et du coup, en 36 heures, physiquement, mentalement, c'est suffisant comme durée pour arriver, au top, dans la cage? Non, au top, non. Non, parce que quand t'es déshydraté, tu peux pas te réhydrater à 100% en 36 heures. C'est impossible. D'accord, Donc forcément, tu vas arriver dans la cage, tu seras en dessous de tes capacités maximales. Il te faut minimum pour te réhydrater 48 heures. d'accord, Donc forcément, tu vas être en dessous. Mais le but là, c'est d'être le, le mieux possible, on va dire. ouais. OK, punaise, je savais pas que c'était, enfin, je savais qu'il y avait des notions de cutting, enfin, encore une fois, je suis pas un pro du MMA, mais quand tu regardes, certaines vidéos de l'époque de Conor McGregor, le gars, c'est un squelette sur la balance. Ouais, c'est ça. Tu te doutes que les cuttings sont un peu violents, Ouais. mais je savais pas du tout qu'en 36 heures, en fait, tu peux pas te réhydrater. Non, totalement, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a des grosses blessures. Genre, Conor McGregor, il s'est cassé c'était le tibia péroné, un truc comme ça. Ouais, Mais parce que bah, c'est dû aussi à la déshydratation. On se casse pas le tibia comme ça. C'est un des os les plus solides. Tu te casses pas comme ça, juste sur un coup de pied. C'est dû à la déshydratation et tout ça. ah Ouais. ouais et parce que du coup, ça fragilise les os ou parce que C'est ça. tu une J'ai eu ah ces os. ouais, Mm, mm. Malnutrition un peu avant, puisqu'on mange pas, ouais. on boit pas. En plus, on fait des saunas, des trucs pour perdre l'eau. Donc, oui, le corps, il ramasse. Oh la vache. Punaise, c'est un peu malsain quand même, Il y a hein. plein de blessures, même les KO. Les KO aussi, c'est que souvent le KO, c'est quand le cerveau il vient toucher la boîte crânienne. Ouais, Et, et pour ça, ben si le cerveau est pas bien irrigué ou hydraté, et ben le cerveau il flotte un peu plus. Enfin, il a moins de place, il est moins fixe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans la ouais, tête. ouais, Et du ouais. coup, ça vient Ça prend taper. moins de place, quoi. Il Voilà. emplit moins le ouais, Donc OK. il y a plus de KO aussi, plus de sujets au KO. Donc c'est ouais. Waouh. Eh ben,
Ok, Ouais. donc ouais, donc en fait, il y a une énorme partie de. Ok, donc je comprends du coup On peut pas pourquoi faire ça trop souvent, ouais, ouais. voilà, pourquoi relativement peu de combats dans l'année du coup, que la phase Ouais, parce avant qu'il faut est. vraiment bien récupérer, se régénérer après, ouais. Ouais. Mais alors, tu vois, un combat, mettons 3 ou 5 rounds, il te faut combien de temps pour récupérer après coup? Alors après, j'ai envie de te dire, ça va dépendre des gens. Moi, je sais, je mets un peu de temps parce que même, comment dire? C'est pas juste physiquement, c'est mentalement. Le combat, imaginons, tu le sais 2 mois avant. Donc hop, tu t'entraînes, mais en fait, pendant 2 mois, tu penses qu'à ça. Tu vis ça, tu manges ça, tu penses qu'à ça. Et en plus, quand tu rentres dans la cage, c'est pas un combat de judo où tu dis: «Bon, bah, je me prends un ippon, c'est bon», que là, tu sais que l'autre, en fait, il a envie de te tuer, quoi. Ouais, Donc tu dis: «Il faut que je parte à la guerre, mais pour de vrai». Et donc tu t'entraînes, tu te mets la pression, mais et puis forcément, tu as tout le temps des blessures. Je connais personne qui est rentré dans la cage avec pas de blessures, à s'entraîner tous les jours, donc voilà, ça te prend énormément et une fois que le combat est fait, mais c'est comme, je pense les grands sportifs, dès que l'échéance est passée, bah, tout retombe. Là, on est fatigué, on est épuisé, donc déjà là, il faut moi personnellement, je mets 3 semaines. Déjà juste ça. OK. Et ensuite physiquement, ça va dépendre le combat comment il s'est passé, ça va dépendre, de beaucoup de choses, mais moi 1 mois quoi, un bon mois et hormonalement, bah, plus, hein, 3 mois. Temps de tout reprendre, tout bien. Mmh. C'est vraiment long. Waouh! Mmh mh. Ouais, donc là, en termes de même mentalement, se dire qu'à chaque fois, tu replonges dans le même processus en sachant que tu vas voir le bout de cette phase, tu vois, de combat 3 mois après être sorti de la cage, costaud quand Ouais. même. Ouais, après en vrai, ce sport, faut pas le faire, pour faire comme les autres. Il faut le faire parce qu'on aime Ouais, vraiment ça, mais au plus profond de soi. La motivation est vraiment ouais. intrinsèque et pas extrinsèque. On fait pas ce sport pour montrer quelque chose à quelqu'un. Ah non. Non, non, non. Tu es accompagné d'ailleurs en termes de prépa mentale? J'ai été accompagnée, oui. Oui, oui, beaucoup. Parce que moi, au début, c'était dur en vrai de me battre avec quelqu'un qui m'a rien fait en face. C'était D'accord. dur, très dur. Il fallait souvent, j'attendais que la personne commence à mettre le premier coup pour que je me réveille. Sinon, j'arrivais pas avant. Il y a ça, il y a, aussi gérer, émotionnellement tout. Admettre que, des fois, on peut pas être tous les jours au top, et puis c'est dur à gérer toute la pression. Moi, le plus que j'ai travaillé, c'est la pression avant combat, comme je t'ai dit, toutes les caméras, le face à face, tout ça pour moi, du mal à gérer. J'étais vraiment très mal à l'aise devant les caméras, tout ça. Moi, pour moi, je venais combattre, puis point, je m'en fous après du reste. Ouais. Et ça, ouais, maintenant ça va mieux parce que quand on n'est pas à l'aise, ça prend énormément d'énergie. Eh oui. Et puis bon, la veille, d'un combat, on peut pas trop laisser la place à ça. Et du coup, comment tu le gères aujourd'hui, toute cette phase-là, média? Aujourd'hui, ça va, en fait, j'ai vraiment tourné le truc différemment. Hem, je me dis que quand je suis en phase de combat, quand je vais combattre, c'est une autre personne, c'est pas moi. C'est, comme par exemple, mon préparateur mental, ce qu'il m'avait dit, c'est, une pièce, il y a pile et face. Et donc nous, on a un côté bon et un côté moins bon. C'est normal, c'est humain. Et donc je me dis: quand je vais combattre, c'est mon côté moins bien, c'est mon côté moi je l'appelle mon côté dark. Et donc je lui dis: «OK, là, je laisse passer mon côté dark, enfin je le laisse ressortir, je l'autorise à sortir et là, en fait, je gère mieux, je vais plus, pas jouer, mais ça va beaucoup moins m'impacter et je me dis: «Bah, ouais, c'est comme ça» et maintenant dans la cage même, je me dis: «Ouais, ouais, je suis méchante et alors?» Que tu sais, dans la société, tu dis: «Toi, tu es méchant, c'est pas bien d'être méchant», tu vois? Ça, c'est mon côté, bon. Ouais. Et le côté, ouais, d'être méchante, arrogante et tout, je me dis: «Ouais, là, tu as le droit», tu vois? Là, c'est mon autre côté et donc voilà. T'as déjà vu des vidéos de Mike Tyson où il parle justement de comment il se transforme entre les vestiaires et le ring? Et ouais, j'en ai vu un peu, ouais, ouais, ouais. Mais j'adore, j'adore. C'est fascinant, franchement Ouais. le gars, Mmh mh. enfin J'adore. c'est j'essaierai de la retrouver, de mettre un lien là dans la description de ton épisode. Mais en gros, enfin moi j'ai dû voir peut-être 2 ou 3 reportages ou courtes d'interviews et en fait tu te rends compte que le gars,
Enfin, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que tu disais que quand lui il a commencé, enfin, c'était plutôt un introverti, gros manque de confiance en soi, plein de doutes et en fait dans la cage, bah, il libérait, ouais, le côté pile ou face du coup, je sais pas lequel des Ouais. 2 mais Mmh. et ça devenait autre chose quoi. Donc ouais, C'est ça. super intéressant et ce switch, là, je rentre vraiment dans le détail, hein, sur la Ouais, partie ouais. prépa mentale, mais ce switch, comment tu l'as travaillé? Est-ce que tu as utilisé, des ancrages du genre, je sais pas, un mot, des gestes, un toucher, Alors un objet? alors en fait, je me suis aperçue que ce truc, je l'avais tout le temps. Quand au judo, quand, bah, par exemple mes premiers combats que je faisais, beh, j'étais hyper hargneuse, hyper alors qu'au quotidien je suis douce, enfin, je me suis aperçue que je l'avais tout le temps et là, bon là le MMA c'est plus violent, ça va un peu plus dans l'extrême, mais je l'avais toujours et justement quand je l'activais, enfin quand ça se passait avant, je faisais toujours quelque chose et donc j'appelle ça c'est le signal d'ajustement réflexe. C'est lui qui va dire: «OK, top, c'est maintenant. Là tu te transformes», tu vois? Et OK. voilà et maintenant c'est ça. Avant c'était un geste. Après, faut pas trop en abuser parce qu'après il fait plus effet, donc après il faut réadapter. Ça peut être une musique, ça peut être plein de choses, donc souvent je le réadapte, je fais un nouveau truc. Enfin un nouveau truc, OK il va être efficace, 3-4 fois et après il faut que j'en retrouve un autre. Ouais, et ouais. du coup, même, toi, en termes de sensations, il y a des choses, qui changent tout de suite sur, je sais pas, quand tu te mets dans ce mode, est-ce que tu le ressens? C'est-à-dire, est-ce que, tu vois, je sais Ouais. pas, tu sens plus d'énergie, tu as les sens un peu plus en éveil, tu es plus Mmh. légère sur tes pieds? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, alors, plus légère sur mes pieds, non, mais je me sens vraiment mieux et j'ai l'impression que rien peut m'atteindre. J'ai l'impression de OK. je suis, et genre même je me prends une patate. Là, au quotidien, je me balade dans la rue, on me met une patate, je fais: je vais être, voilà. Mais sinon, si je suis dans la cage, on me met une patate, je vais prendre du plaisir et là, je sens mon la colère, la satisfaction, tout mélangé qui ressort et je me dis: «Ah ouais, OK, d'accord, allez». Enfin, je suis trop ça m'excite, en fait, ça me comme un chien, tu vois? Un chien Ouais. qui est qui voit du sang et qui bah, là, ça fait ça. Mmh mh. Ouais, c'est Tes proches, comment ils ont, j'entends parce que là, quand je t'entends parler, moi, ça me parle, tu vois, par rapport à mon passif, en judo et cetera et je pense que ça parlera à plein de gens, mais pour des gens peut-être qui ont jamais eu cette confrontation à quelqu'un d'autre dans le cadre d'un sport, peut-être que ça peut paraître un peu, étonnant, tu vois, d'entendre ça. Dans ta famille, les gens faisaient enfin, comment globalement est-ce qu'ils ont réagi déjà quand tu t'es mis au MMA et est-ce qu'ils comprennent, là, ce que tu viens d'expliquer, par exemple? non, bah, au début, ils ont pas compris. Ils ont pas ils savent que moi, je suis très, je suis très compétitrice, j'aime les sports combat et il me faut ça. Mais là, le MMA, il fait: «Non, Eva, là, non, tu peux pas. OK, le rugby, OK, le judo, OK, le jiu-jitsu brésilien, pas de problème, mais là, non». Heu et jusqu'au jour donc ouais, ils ont essayé: «Non, Eva, fais pas». Bref. Bon, après, moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, donc j'ai continué et jusqu'au jour où ils sont venus me voir et là, ils ont vu, autre chose que, ce qu'on voit à la télé. Parce qu'à Sur la une télé, tu sais compétition? Ils sont ouais, venus sur une compét ouais. ouais. Parce qu'à la télé, en fait, ils mettent les ralentis, ils zooment et tout ça et en fait, ça fait c'est vraiment hyper impressionnant, j'avoue, à la télé. En vrai, beaucoup moins. En plus, il y a l'ambiance. En plus, il y a ouais, c'est vraiment différent et ils ont compris, que c'était pas juste un sport, enfin de la bagarre. Ils ont compris que derrière, il y avait un travail, qu'il y avait de la stratégie, que c'était et tout ça et maintenant ils adorent. Mmh. Maintenant ils comprennent mieux, quoi. Mmh C'est vrai que la Ouais. partie, heu, enfin, par rapport à ce qu'on voit et la réalité, tu vois, là, tout de suite, à chaud, ce qui m'a surpris, c'est que tu m'expliques que le délai entre les combats, il est aussi dû au temps de préparation et en vrai, il y a quand même pas beaucoup de sports, où tu passes autant de temps enfin, là, j'en ai pas qui me vient en tête, tu vois? Où tu passes autant de temps à étudier un adversaire et te préparer spécifiquement pour une personne en particulier. Ouais. Tu vois, en judo, bah, tu prends qui vient et voilà, C'est vrai. heu, éventuellement, tu peux un peu regarder des vidéos YouTube et cetera, mais c'est quand même pas commun de se préparer, pendant plusieurs semaines, voire mois à, un adversaire en particulier. Bah, en fait, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, on rentre dans notre, zone de non, on sort de notre zone de confort, on rentre dans l'instinct de survie Mmh mh. et quand on est dans l'instinct de survie, ce sont les réflexes qui reviennent. On fait ce qu'on sait faire.
pour nous protéger et pour nous défendre. Et donc, le but d'analyser notre adversaire longtemps avant, on va driller, répéter, par exemple des combinaisons, qui fait que lorsqu'on sera fatigué dans la cage, bah ça va ressortir. Et en fait, c'est ça le but. Ouais. Dans un état de fatigue, et ben ce qu'on a travaillé contre l'adversaire, et ça va ressortir. Les gars des forces spéciales que j'ai reçus diraient entraînement difficile, guerre facile. Ouais, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un combat en particulier qui t'a vraiment challengé, qui t'a vraiment fait progresser par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer sur cette phase de préparation, les réflexes que tu développes, etc. Ouais. Combat qui était très dur pour moi. Et il m'a fait passer un cap, ouais. C'était d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, c'était juin l'année dernière, contre une Brésilienne. Ok. Elle était dure et ouais, il m'a fait passer un cap, je sens, déjà émotionnellement, encore plus confiance en moi, avoir les réflexes que j'avais travaillé, là, c'est revenu. Enfin, ouais, c'était un très, très beau combat. Puis elle était vraiment, elle était très tenace. Romero, c'est ça, c'est elle? Ouais, c'est ça, oui, exactement. Ok. Il était très dur ce combat, mais bon, quelle satisfaction après. Quand on gagne, c'est incroyable. Et là, celui-là, tu l'as gagné par décision ou Ouais, KO? décision, ouais. Décision. Ok. Décision, ouais. Ok, Ouais, ok. ouais. Surtout qu'en plus, quand tu regardes ton adversaire, bah, tu te renseignes sur lui. Donc, oui, c'est quoi son palmarès, il vient de quel sport? Parce que souvent, on a une prédilection de sport. Moi, je sais que c'est plus le judo, les gens le savent. Donc, ils vont chercher peut-être un peu plus à boxer. Et donc, on analyse tout ça. Et par exemple, elle, bah, elle a le profil d'être ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, donc combat au sol. Moi, c'est un peu mon domaine, mais pas si haut. La lutte aussi, elle était très forte. Enfin, ouais, je dis, oh là là. Et puis en plus, elle était bien tankée par rapport à moi, parce que physiquement, pareil, le physique, il y fait. Eh oui. Quand quelqu'un en face est tout musculé, tout ça, enfin, c'est impressionnant tout ça. Donc ouais, faut vraiment, c'est là et la part de confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi et en ses coachs, parce que les coachs, ils y font énormément. Bah ouais, c'est compliqué. Mm. Ouais. Et du coup, Ouais. tu dirais que tu as changé quoi depuis? Enfin, qu'est-ce qui t'a apporté ce combat spécifiquement? Je me suis dit que je pouvais je pouvais combattre n'importe qui. Ah ouais, Excellent. ouais. Même si je perds, je sais que je peux combattre demain, je peux combattre n'importe qui. J'ai pas peur et je pense que je pourrais avoir les capacités. Même si je le perds, comment dire, j'ai Ouais. les ressources pour aller très très loin. Si je le veux vraiment, si je me donne les moyens, je peux. Mm. Ça fait plaisir quand tu as un pilier comme ça de ta confiance en soi enfin, que tu te construis un pilier comme ça, c'est juste ouf. Ouais. Donc, Ouais, après, en plus, j'étais moi hyper timide et dans l'humilité, enfin, ouais, être humble tout le temps et tout le temps dans les doutes et tout. Et là, c'est vrai que ça m'a fait vraiment passer un cap sur ça. Et là, c'est trop bien. ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est pas les choses différemment. L'armée, il t'accompagne, alors tu disais que tu étais en équipe, de France militaire, mais Ouais. est-ce qu'avant ça, il y avait déjà un accompagnement? Est-ce qu'ils savaient ce que tu faisais, Oui, ils en MMA? savaient. Après, je sais qu'à chaque fois, vu que c'est pas un sport olympique, mais ils peuvent pas vraiment me soutenir. Et, euh, et nous, voilà, là, aujourd'hui, je suis professionnelle, mais quand on est professionnel dans l'armée, enfin, en sport professionnel, on a des aménagements d'horaire, tout ça. Mais vu que moi, c'est pas un sport olympique, ils peuvent pas me le faire, tout ça. D'accord. Donc, j'ai pas vraiment de reconnaissance. Euh, Même quand je dois aller combattre, ben, je pose des jours de vacances et je vais combattre, quoi. Donc, Ah ouais. voilà. Après, je sais que bon, bah, des fois, ils font des petites interviews sur moi, des trucs comme ça. Mais, rien de très, très concret, on va dire. Ouais. Mm. OK. Hem, Est-ce que tu t'es déjà servi du MMA en dehors de la cage? Tu disais tout à l'heure, dans la cage, je me prends attaquer, je bronche pas, mais dans la rue, bon, ça pourrait faire bizarre. Est-ce que du coup, tu as déjà dû t'en servir? Non, rarement.
Donc, donc Rarement. si c'est déjà arrivé, si ça arrive, mais très très rarement. En fait, le problème, c'est que euh, il suffit que je sorte un peu en soirée. Ça, c'est toujours que je fais du MMA. Et donc, il y a toujours qui viennent tester, quoi. Ah ouais, sérieux? Ouais, tout le temps. Surtout les mecs. Les mecs, ah tiens, et là, si je te touche là, tu fais quoi? Là, tu fais quoi? Nan, nan. Et bon, en fait, au bout d'un moment, c'est bon. Au bout d'un moment, j'avoue, ça part. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Mm. Ok, donc il y a des gens en toute connaissance de cause qui viennent, Ouais, ce qu'ils veulent tester, ils cherchent et c'est. Mais en fait, c'est pas que dans la rue ou quoi, c'est même dans l'armée. Quand je donne des cours de sport de combat et tout le temps, et ils veulent tester les gens. Ça, si. Puis le fait que je sois une femme. Puis je fais pas 1 m 80 ou quoi, enfin, je fais 1 m 61, donc je suis assez petite. Donc ouais, ils veulent tester. Et c'est vrai que c'est chiant de toujours devoir prouver, alors qu'aujourd'hui, je pense que enfin, moi, je fais mon truc, j'ai rien à prouver à personne, en Ouais. soi. Mm, mm. Une autre question qui a un peu rien à voir avec, tout ce dont on vient de parler, mais j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et donc du coup, enfin, elle est ressortie très vite cette question. C'est quoi ton histoire et ton rapport avec les tatouages? Parce que bon, et je mettrai les liens vers les vidéos, donc s'il y en a qui veulent aller regarder des combats, allez-y. Mais t'es globalement tatoué t'as beaucoup de tatouages, surtout dans le dos et les jambes. Ouais, ouais, là, j'ai fait la moitié du ventre aussi, là. Oui. Alors, en fait, les tatouages, j'ai commencé très tôt, enfin, à l'âge de, ouais, 20 ans. J'ai commencé par faire le dos. Et puis voilà, en fait, pour moi, c'était un moyen de... Tous mes tatouages, pour moi, signifient quelque chose. Et c'était des moments de ma vie, en fait. Des moments de ma vie. Et pour moi, c'est le seul... Même quand ça allait pas, j'avais pu me faire tatouer. Ben, ça me faisait du bien. Ok. Ça m'a fait du bien. Peut-être parce que, bah, vu que d'un côté, je pouvais souffrir, peut-être par exemple, je pense à des moments où c'était vraiment pas facile. Bah, le fait de me faire tatouer, c'est comme si je déplaçais un peu la douleur et ça évitait que ouais, je souffre, hein, je pense à autre chose. Donc il y a eu ça, ou après dans des voyages, quand j'ai voyagé, bah pour marquer le coup, Ouais. dire tiens bah là je vais me faire tatouer, c'est pour marquer un peu voilà le coup. Ou après des fois, souvent aussi je crois que ça fait 2 fois là je l'ai pas fait, mais sinon après un combat je me faisais tatouer toujours parce que pour moi ça signifiait que bah j'avais encore passé un cap, j'avais encore appris sur moi. Et donc ok bah l'ancienne Eva c'est plus l'ancienne Eva, maintenant c'est une nouvelle Eva. Excellent. Donc, il fallait que je fasse un nouveau truc Ouais. pour dire, vas-y, une page se tourne et voilà, une nouvelle Eva. Donc, un nouveau tatouage. C'était un peu mon truc à moi. Donc en fait, tes tatous, c'est un peu ton histoire perso, quoi. L'évolution de Exactement, bah, c'est exactement ça. ouais, ton Mm. cheminement. Et donc, il y en a, ils me disent, mais tu vas regretter tout. Mais en fait, non, je regretterai jamais mes tatouages puisqu'ils font partie de mon histoire. Ouais. C'est pas un tatouage comme ça sur un coup de tête. Mm, mm. Excellent. Excellent. Et donc là, aujourd'hui, tu te prépares pour un combat bientôt ou t'en es où côté compète? Alors, en fait, je devais combattre là en mois de mars, mais j'ai annulé parce que je suis blessée. Et du coup, faut que je me fasse opérer là, lundi prochain de l'épaule et dans un mois du genou. Ah oui. Et puis, donc, je pense qu'en fin d'année, je vais recombattre. Je vais combattre pour une ceinture mondiale en France là. Et après aussi des combats prévus dans les pays de l'Est aussi. Voilà. D'accord. Des échéances encore. Mais après, j'ai pas les dates précises, mm, mm. Ok. Mais ça arrive. Est-ce qu'en MMA, un peu comme dans le judo, t'as des typologies de combattantes selon les régions? Tu sais qu'en judo, les pays de l'Est, c'est les gros arracheurs un peu bourrins. C'est le cas aussi en MMA? T'as des différents styles? Ouais, un petit peu. Après, maintenant, dans le MMA, les gens sont très polyvalents. Bon, toujours des dominantes. Mais bah, par exemple, les pays de l'Est, ça va être plus la lutte. Ouais, Un peu ouais, voilà, plus. ouais, ouais. Voilà, un truc comme ça. Par exemple, Brésil, peut-être bon, plus le Brésil, jiu-jitsu. sol. Ouais. Voilà, le jiu-jitsu brésilien, voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Mais j'arrive à un niveau où on sent plus trop, enfin, tout le monde est bon partout. Ouais. Ouais, tout le monde est Du bon partout, donc et du coup, ouais. tu continues le judo, toi?
Non, Non. non, non. Non, j'ai arrêté parce que ça. Bon, déjà, après, j'aimais pas trop ça. J'aime pas trop le café. Ouais, ouais. Je sais pas, au bout de 8 ans de judo, j'ai dit à mon père, j'ai papa, je veux plus. Il dit, si, tu vas au moins jusqu'à ta ceinture noire. Je dis, bon, ok, je suis allée, j'ai eu ma ceinture noire et après, j'ai dit, bah, je veux plus faire ça. Et après, j'ai dit, mais j'ai 15 ans et je sais rien faire d'autre. Donc, en fait, j'ai continué. Mais vraiment par, voilà, quoi. Ouais. C'est pas, mais c'est bien, ça m'a appris des choses que, mentalement, que, bah, la discipline. Même, j'aimais pas. Une fois que j'étais sur le tatami, ça allait, mais y aller, j'y allais toujours à reculons. Mais bon, j'y allais. Donc, ça m'a vraiment forgé sur ma discipline, en vrai. Hmm. Même quand j'étais fatiguée ou quoi, j'y allais quand même et, donc voilà. Donc, moi, aujourd'hui, non, non, je pratique plus. Excellent, ok, donc Mm, des mm. combats à venir. Et l'opération, c'est quoi si c'est pas indiscret? Est-ce que t'as l'épaule et au genou? L'épaule, elle se déboîte tout le temps, là. Je fais rien, elle se déboîte. Après, ce sont des blessures qui datent depuis quelques années, mais bon, bah là, Ouais. je peux plus attendre, quoi. Donc à chaque fois, je faisais des infiltrations pour tenir des trucs, mais là, ça peut plus tenir, donc faut, bon, on opère, tranquille. On rénove un peu la machine et puis c'est reparti après. Ouais. Et genou, c'est ménisque, ligament? Ouais, il y a les ménisques et j'ai beaucoup d'arthrose déjà, Ah ouais. donc on va essayer d'atténuer de tout ça, ouais. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Donc genou Et qui c'est dû à quoi? bah, je me suis déjà fait 3 fois les croisés au genou. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça, j'ai beaucoup d'excroissance osseuse. Les ménisques, j'en ai plus, donc voilà. Hmm. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Faut juste un peu de patience et essayer de réparer ça comme on peut, quoi. Mm, mm. Le revers de la médaille du sport à haute intensité. Ouais, trop de sport tue le corps. Ouais. Ouais. Mais Euh, voilà. J'allais te demander, tu as évoqué plusieurs fois l'UFC. En fait, l'état du MMA aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as des fédés qui commencent à se mettre en place, mais pas vraiment partout. Et donc, t'as pas vraiment enfin, t'as pas vraiment un championnat du monde. Tu as plusieurs comment, Ouais, divisions ce sont ou des organisations, en fait. plusieurs organisations qui ont chacune, par exemple, leur championnat du monde, en C'est gros. ça. Ouais. Donc il y a pas de fédération. Par exemple, s'il y a une fédé en judo, en judo, pardon, en France, une fédération de MMA, mais les fédés c'est en amateur. Ok. Voilà. Et toutes les organisations pour y rentrer, c'est la mafia. C'est pas parce que par exemple j'ai 20 combats gagnés que je vais avoir accès à l'UFC. Autant à l'UFC, il y en a qui ont 4 combats, ils en ont perdu 2 et ils sont à l'UFC. Donc c'est vraiment la mafia, faut avoir un bon manager, faut être dans les bons, faut que le responsable, par exemple de l'organisation, que ton profil lui plaît, que voilà, il y a tout ça. Aussi, regarde aussi beaucoup le nombre de followers sur Insta, par exemple. Mais non. Si, bah, si, comme ça ils disent bah ok, la personne a du monde, elle va attirer du monde et vous regardez et puis voilà. Il y a énormément d'argent quand même c'est un sport, voilà, l'argent. Donc il y a tout, c'est pas forcément les meilleurs qui sont à l'UFC ou donc ouais, c'est la mafia. Faut avoir des bons contacts, un bon manager. Ouais. Hmm. Et toi, à ton niveau, tu arrives déjà, potentiellement, tu pourrais en vivre financièrement, en tout cas? Non, non, non. Non? Parce que quand on combat, on est payé sur le combat. On n'est pas payé tous les mois. Et puis il suffit, bah comme là je me blesse, bah je vais pas combattre pendant quelques mois. Donc Ouais. c'est trop aléatoire. Et puis nous on n'est pas payé, les femmes on est beaucoup moins payé que les hommes. Ça c'est encore un gros fléau. Et puis puisqu'ils regardent le nombre de followers sur Insta, des fois, la personne, je sais pas, par exemple, elle a 2 combats, elle va toucher 4 fois plus qu'un mec qui a 10 combats, mais qui a que 500 followers sur Insta. Oh punaise, sérieux? Ouais. Non, c'est Et l'écart, homme-femme, du coup, tu disais que c'est moindre, c'est vraiment significatif? oui, oui, oui. Ah oui. C'est après ça dépend. C'est c'est très aléatoire aussi. Ça dépend. Je sais qu'en France ils payent pas du tout. Enfin moi ils me payent pas. Enfin quasi pas par rapport à, par exemple si je vais dans les pays de l'Est. OK. Ouais. Euh, Mais oui, les filles, c'est moins payé parce que après, il faut dire, moi, dans ma catégorie, vu que je suis une petite catégorie,
Enfin, je suis pas 50 kilos, donc voilà. Et nous, dans notre catégorie, il y a pas beaucoup de KO. Parce que c'est pas quelqu'un on a moins de force pour mettre un KO, il faut vraiment il y a pas beaucoup. Donc il y a un peu moins de spectacle. Donc il y en a, ils aiment moins les combats de filles. Les combats de filles aussi, c'est beaucoup plus stratégique. Parce que vu qu'on n'a pas la puissance et la force d'un mec, nous on va être beaucoup plus dans la technique. Mmh. Et ceux qui regardent le MMA, il y en a beaucoup qui sont pas enfin ils sont là pour le spectacle, pour le sang, pour tout ça. Et donc, voilà, ces combats de filles attirent beaucoup moins de personnes, on va dire, malheureusement. Alors qu'on est beaucoup plus technique que les garçons, en vrai. Intéressant. Je savais pas du tout tous ces détails. Non, c'est pour ça, il faut vraiment aimer ce sport. Ouais. Et pour C'est un sport passion, c'est pas. Ah, Oui. parce qu'en plus, il y a tellement de sacrifices dans un peu beaucoup de choses que. Ouais. Toi, aujourd'hui, si c'était à refaire, alors c'est un peu la question que je trouve intéressante, mais en même temps qui sert à rien parce qu'on peut pas refaire l'histoire, mais si c'était à refaire, tu referais la même chose? Il y a des ajustements que tu opérerais? Ouais, je pense qu'au niveau de mes choix de manager, j'aurais changé. OK. Ouais, là, c'est bon, j'en ai un bon maintenant, mais à un moment donné, je pense que j'aurais pas fait comme ça, quoi. J'aurais peut-être changé, parce que le manager, il fait tout. Enfin, c'est lui s'il a des bons contacts, on peut avoir une très bonne carrière et des belles opportunités. Mmh. Ça, et puis je me serais mise un peu plus tôt sur Instagram. Voilà. D'ailleurs, Insta, donc s'il y en a, bon, il y a le lien en description, mais autrement, c'est hyper simple. Eva Dourt, tout simplement. Oui. OK, donc allez lâcher un follow. Ouais, ça serait bien. Ouais. Bah, écoute Eva, en tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant d'en apprendre plus sur, ton parcours et puis, sur le MMA, sur ce que tu trouves, sur, l'évolution de la discipline, récente et puis, globalement sur les enjeux, tu vois? Enfin, c'est quand même, Ouais. hyper impressionnant, un combat, c'est bien plus que 3 x 5, 5 x 5 rounds, Ouais, au non, final, tu vois? c'est ça. Je découvre vraiment avec toi là, que c'est en fait, c'est des mois quoi, c'est Ouais. des mois et des mois de préparation. Un investissement incroyable, et même souvent après un combat qu'on gagne ou qu'on perde, on a un petit moment de dépression, en vrai. Ouais. C'est Ah fini, ouais? ouais. Dire: «Ah, tout ça, mais que pour ça?» Ouais, tout ça Ouais. pour ça. Ouais. Mais mais bon, Bah, c'est écoute, ouais, en tout c'est cas, bon. en tout cas, je pense que ce sera plus clair pour plein de Bah, gens. merci beaucoup. Écoute, je t'en prie. Je te souhaite une excellente préparation Ouais, pour la suite, pour les prochains combats et merci. puis d'abord pour les 2 opérations Oui, ça va aller. et Merci, puis, vraiment pour l'intérêt. avec grand plaisir et puis on se reprogramme un épisode, une fois que tu as la ceinture, Ah oui. autour de la taille. Ah, c'est prévu, ouais. Pas de problème. Yes. Merci Merci beaucoup. beaucoup Eva. Cyril. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Eva jusqu'au bout. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le MMA et notamment sur les coulisses de cette discipline qui est en train d'exploser en France et ailleurs dans le monde. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas comme d'habitude à le partager autour de vous. Et de manière générale, si vous appréciez le contenu que vous consommez sur le podcast des Frappés, eh bien parlez-en autour de vous. Tout simplement, le bouche à oreille est un excellent moyen de faire grossir la communauté. Pour celles et ceux qui souhaiteraient s'engager un peu plus et soutenir financièrement le podcast, eh bien ça se passe sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Merci une fois de plus à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas. Merci d'ailleurs, tant qu'on est dans les remerciements, à Sébastien du podcast Parlons de votre mental. C'est lui qui m'a mis en relation avec Eva. Je vous conseille fortement d'aller écouter son podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode dans lequel on va partir à l'aventure avec un artiste.